Ah là là, c'est parti. C'est parti. Action. Ça fait plaisir de faire une vidéo avec toi. À fond, à Claire. Ouais, Je crois que c'est la première. Ouais, puis t'as vu, en plus on organise un peu comme ça, tranquille. Voilà. Salut les copains, vous aurez reconnu, je suis avec Joao. Salut Joao. Salut, c'est moi. Bonjour les amateurs de montres. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et si je suis aujourd'hui avec Joao, c'est parce que je voudrais vous parler des micro-marques. Alors, le fait est que j'ai quand même des clichés sur les micro-marques. C'est honnêtement pas ma tasse de thé. Et Joao est ici à côté de moi parce que non seulement il a un regard sur l'horlogerie depuis plusieurs années, mais en plus de ça, eh bien, il est occupé, lui, à construire une micro-marque. Et donc, ce que je vais faire, la micro-marque qui est Holocene. Ouais. Peut-être nous dire deux mots sur cette montre? Bah, c'est déjà mon premier prototype, D'accord. Holocene. C'est un projet que ça fait longtemps que je voulais travailler dessus. Ça se concrétise étrangement cette année. Les choses avancent comme ça parfois. Et voilà, moi j'ai hâte d'en parler un peu plus sur la montre. Mais c'est une plongeuse classique, mais qui me plaît vraiment beaucoup parce que c'est vraiment un peu de moi que je mets dans cette montre. Et puis voilà, elle est là à mon poignet. Et bientôt, normalement, une campagne Kickstarter pour lancer la marque. Génial ça. Ben, déjà félicitations pour ça. En tout cas les copains, je peux vous dire que ça donne beaucoup mieux qu'en photo. Le truc est tombé. Ah ouais. Tu vois, en fait, je peux pas le mettre là. Attends, je vais essayer de changer. Non mais attends, regarde. Essaye de aide-moi parce que le truc est ici. Voilà, c'est bon comme ça. Ça va. Attends, encore une fois. Merci. Vous savez que, encore une fois, j'ai mes certaines retenues sur les micro-marques et je dois dire que moi, personnellement... Pas de soucis, t'inquiète, tu vas pouvoir te lâcher. Ah, mais franchement, je piaffe d'impatience. Ce que je voulais dire, alors on va pas, je vous mettrai des images évidemment de la montre de Joao. Par contre, je ne ferai pas de gros plans et tout ça à ce stade-ci parce que elle est encore en prototype, disons. Oui, après, on peut mettre quelques photos quand même, il n'y a Voilà. pas de souci. Hein. Après, la montre, moi, je l'ai déjà présentée un petit peu sur la chaîne, même si c'était juste une petite introduction. Il y a le site internet, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet si ça vous intéresse. Mais voilà. Ah ben, je mettrai le lien en description. Merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Des phrases qui vont commencer par moi, ce que j'aime pas chez les micro-marques. Hein, alors, ce que je n'aime pas chez les micro-marques, c'est qu'elles ont toutes deux histoires. La première histoire typique, c'est ah ben on ne trouvait pas de montre qu'on aimait bien, alors du coup, on a décidé d'en faire une nous-mêmes. Est-ce ouais, que tu te... Ouais. J'en ai déjà vu plein des comme ça. Effectivement, des micro-marques, souvent dans des pubs comme ça sur YouTube, des petites micro-marques qui n'ont pas grand-chose finalement de la micro-marque passionnée. C'est plus des produits bas de gamme qu'ils essaient de vendre comme ça assez vite. J'ai entendu cette histoire-là déjà. Moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là parce qu'effectivement, moi, j'ai plein de montres que j'adore à la maison. J'en ai encore acheté récemment. Enfin, c'est incroyable. Et je continue à faire ma chaîne YouTube à côté. Donc, je continue à proposer plein de marques différentes, des marques un peu plus classiques, grandes, suisses et aussi des micro-marques. Donc, non, c'est pas juste parce que je trouvais pas qu'il y avait pas quelque chose sur le marché qui manquait. C'était juste, principalement, j'avais envie de faire ma montre, quoi. Ah, c'est super beau. C'est super beau. Parce qu'en fait, tu es mu par une certaine idée de perfection et on va aller. Quand tu travailles sur le projet, j'imagine que tu ne laisses rien passer. Bah, ça dépend. Lancer sa marque, c'est quand même des compromis. C'est des compromis. Il y a un moment, je ne peux pas, par exemple, avec une montre ici qui a un certain prix, à un prix assez bas, vous allez pouvoir le voir après sur la campagne Kickstarter, je ne peux pas concurrencer, par exemple, une montre Rolex actuellement. Voilà, je sais qu'on ne veut pas forcément parler de la marque à la couronne encore une fois, mais c'est un exemple très simple qui va parler à tout le monde. Je ne peux pas considérer que la mienne a la qualité d'une grande Rolex, par exemple. Mais pour ce que j'ai fait comme compromis, je trouve que la qualité est vraiment bonne. Et à un moment, j'ai fait plein de choix qui me conviennent à moi. Et c'est comme ça que j'arrive à ce résultat-là, en tout cas. Il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure, c'était que tu voulais que ce soit vraiment qualitatif. Bien sûr. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le qualitatif et quelle est ta vision du qualitatif? Le qualitatif, pour moi, c'est surtout d'abord un ressenti au poignet. Parce que moi, l'avantage d'avoir la chaîne YouTube, tu as sûrement eu l'occasion aussi, c'est qu'on a eu l'occasion de pouvoir tester plein de montres. Et vraiment, moi, j'en ai eu beaucoup en main. J'ai fait beaucoup de reviews sur ma chaîne YouTube et certaines où je n'ai pas fait de review parce que voilà, je trouvais qu'elles n'étaient pas assez qualitatives au niveau des matériaux, du ressenti sur le poignet. Et après, c'est un feeling global. C'est un feeling global, c'est quelque chose qu'on ressent juste en la portant.
Évidemment, je n'ai pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme des index haute qualité? Ça pourrait être des index ultra bien finis, à la main, Zaratsu, ou avec des aiguilles en or, voilà, ou ce genre de choses. Ça, évidemment, je ne peux pas me permettre ce genre de petit délire, mais n'empêche, j'ai quand même de très belles aiguilles, assez uniques, on a fait un moule spécial pour elles Ouais. et tout, et voilà, tant qu'on rentre pas dans l'univers microscopique ou alors travail manuel d'orfèvre, Ouais. finalement, ça reste de la qualité, quoi. Ouais. Tu vois. Alors, qu'est-ce que tu fais pour que dans 3 ans, ta montre soit toujours étanche à 200 mètres? Comment est-ce que comment est-ce que tu te protèges contre ça ou comment est-ce que tu mets les choses en place pour que... Bien sûr. En fait, les techniques sont assez connues pour ce genre de... Enfin, pour l'étanchéité, par exemple, avec des joints, différents mécanismes, la couronne vissée, par exemple. Ça, c'est surtout se faire aider. Parce que Ouais. moi, je ne suis pas un dessinateur de montres, enfin, je veux dire, architecte, industriel là-dedans. Donc, je me fais aider, tout simplement. Je me suis associé avec quelqu'un qui fait des montres depuis pratiquement 20 ans maintenant. Il m'aide. Et puis même, tout simplement, on discute avec les fournisseurs. Il faut juste être ouvert et discuter et dire, moi, c'est vraiment un point qui est super important, c'est que la montre, elle soit étanche à 200 mètres, Ouais. et on trouve des solutions pour ça. Voilà. D'accord. Une deuxième histoire typique que je vois dans les micro-marques et qui m'hérisse, c'est le Robin des Bois. Donc c'est, maintenant, on va prendre le profit et on va vous le redistribuer. Non, ouais, ça aussi, ça c'est vraiment un truc marketing un petit peu. La réalité ici, moi pour lancer ma marque, vraiment je fais des marges ultra fines parce que le but c'est vraiment de pouvoir lancer quelque chose. Parce que j'ai envie que Holosen soit là l'année prochaine, qu'on puisse travailler sur d'autres montres. Donc je fais quand même très attention à ça et c'est vrai que je donne beaucoup, j'ai l'impression, par rapport au prix qu'elle me coûte. Franchement, la montre est vraiment pas chère. Maintenant, je pense que toute entreprise a quand même pour mission, au bout d'un moment, pour que ça tourne et pour pouvoir continuer, surtout à développer plus loin, il faut faire des profits. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise, même quand elles disent ce genre de choses, qu'elles sont là en mode oui, on fait aussi bien que Rolex, mais genre à 10 fois moins le prix. C'est pas possible, je veux dire, il faut rester cohérent. Évidemment, ces grandes marques ont quand même un coefficient de marge vachement plus important parce qu'elles se retrouvent distribuées dans des magasins, tous les... Et puis elles Voilà. ont les économies d'échelle aussi. Voilà, ils ont des économies d'échelle et ce genre de choses qu'on n'a pas quand on est plus petit. Mais pour contrer ça, moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas les vendre dans des boutiques au début. En tout cas, ça va être que via Internet. Donc c'est un Elle va sortir de chez moi, la boîte, je vais faire la livraison, quoi. Enfin, pas moi là, mais je vais envoyer via la poste, quoi. Ouais, c'est un des attributs des micro-marques, hein, c'est donc un système de vente directe. Oui, mais parce que c'est une nécessité, en fait. C'est une nécessité, c'est pas... je pourrais commencer à directement attaquer une distribution, mais enfin, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Ça prend beaucoup de temps pour discuter avec des sociétés qui sont prêtes à nous aider à faire ça, et les boutiques surtout. Et les boutiques ont besoin de faire une sacrée marge dessus. Ouais. Et puis surtout, elles acceptent que s'il y a du marketing derrière. Parce que si tu viens... oui, évidemment. Et le marketing, il faut le payer aussi. Ah, ouais. C'est encore une fois un problème plus d'économie, en fait. Moi, j'ai pas les moyens de lancer une campagne marketing comme peut le faire Tissot, par exemple. Ouais. Voilà, je me débrouille avec les moyens du bord. Ouais, Tissot et le Tour de France. Hein, Tour de France, et maintenant on La en parlait tout à NBA. l'heure, NBA, tout ça. Ouais. C'est pas leur place le Tour de France, mais ça c'est un autre sujet. Un autre point que je vois souvent dans les micro-marques, c'est la soi-disant transparence. À nous, on fait ci, on fait ça, on gagne tel type d'argent. En fait, ils ont une transparence qui est un diagramme PowerPoint, mais je ne vois pas les euros, je ne vois pas où part chaque euro. Et je termine vite, mais la vraie transparence, c'est ok, ça c'est notre fournisseur, ça c'est combien on a payé, et voilà, ça c'est notre bilan annuel, et tu peux réconcilier tout. Je pense que c'est quand même difficile de mettre ça en place. En vrai, c'est quelque chose que je vois en horlogerie, certaines marques, moi je les cite, Code 41 par exemple, mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, dans une industrie, sinon on donne tous nos secrets aux concurrents. C'est ça. Même si j'étais encore ce matin avec une marque franco-belge, et je discute avec plusieurs marques belges ici locales, et nous on a envie justement de s'entraider. Donc nous on discute, on essaie de s'entraider, on va créer un petit événement ensemble, ce genre de choses, parce qu'on essaye de s'entraider. Mais évidemment, il y a une limite. On ne peut pas non plus, juste par exemple, si on a un concurrent direct, on ne peut pas balancer toutes les informations.
Je pense que c'est une fausse mauvaise idée, ce que fait par exemple Code 41, surtout qu'en fait, en plus, ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Ils vont pas au bout, non? Moi, je pars pas là-dessus, mais par contre, il y a des choses qui sont claires. Je veux dire, tout le monde sait que j'ai un mouvement Miyota dedans. Ouais. Donc ça, vous pouvez chercher les prix, ce genre de choses. Évidemment, vous n'aurez peut-être potentiellement pas le même prix exact que je l'aurais eu, mais vous pouvez voir combien ça coûte de façon générale, je dirais. Et ça coûte combien? Ça coûte quand même un petit peu d'argent, quoi. Surtout celui-là, parce que c'est un mouvement Miyota haut de gamme. Vas-y, t'es pas transparent, attends, c'est pas... Justement, mais moi, je ne me suis pas dit que j'allais être transparent. Alors, ça, c'est beau, non, ça. En fait, ça, c'est très beau. simple. C'est qu'on a vraiment, actuellement, une bonne relation avec les fournisseurs. Ouais. On l'a travaillé, on a beaucoup discuté. On a vraiment l'impression, en tout cas, avec mon partenaire, qu'ils essayent de nous aider, tu vois. Donc, voilà, pour ça, pour les prix exacts, je ne vais pas te donner les prix exacts. Le problème, c'est pas de ne pas être transparent. Le problème, c'est de dire qu'on est transparent quand on ne l'est pas. Parce que c'est normal. Un accord commercial que tu as travaillé, tu ne peux pas aller le divulguer. C'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Mais voilà, après, ça... Le dernier point que j'avais sur les micromarques, c'est que j'ai l'impression que la qualité d'une montre est définie par l'usine avec laquelle la micromarque travaille. Et non, je veux dire, un chef de projet qui irait serrer et mettre sous pression parce que ça ne répond pas au contrôle qualité, parce qu'ils veulent quelque chose de mieux, etc. Et que donc, en fait, si la qualité ne te convient pas, ben, on va chez un autre. Et puis... Oui, mais ça, c'est quand même un travail, quoi. Ouais. Alors déjà, il y a tout le travail de conception, d'avoir les bonnes idées aussi. Voilà, moi, par exemple, quelque chose que je voulais à tout prix pour cette montre, c'était qu'elle soit assez fine. Ouais. Moi, les premiers dessins qu'on avait, ça n'était pas du tout ce que moi je voulais. Donc, il faut itérer jusqu'à un moment où on a quelque chose qu'on souhaite. Et ensuite, et oui, effectivement, c'est beaucoup de travail avec les fournisseurs, avec les différentes usines, parce que souvent, c'est pas juste une usine, c'est plusieurs fournisseurs. Et aussi au niveau de l'assemblage, parce qu'une montre, c'est pas juste quelque chose qui se produit comme ça, c'est plein de pièces, plein de fournisseurs différents, et on assemble tout pour en faire une belle montre. Et donc tout ça, c'est de l'itération. En fait, c'est simplement de l'itération. Parce que moi, par exemple, j'ai mon premier prototype, je suis ultra content du prototype, mais il y a quelques défauts que je dois corriger. Et ça prend du temps, et je pense que souvent, c'est ça aussi la qualité. C'est peut-être que beaucoup de marques ils ont leur premier prototype, ils sont contents, ils se disent bon, c'est good enough, et puis ils produisent, quoi. Non, moi je peux pas faire ça. Moi, si par exemple le deuxième prototype ne sera toujours pas à mon standing en tout cas de ce que je veux, je vais continuer. Alors oui, ça coûte de l'argent. Ça, il faut par contre rester réaliste. Moi, à l'heure actuelle, par exemple, j'ai pas un budget infini, quoi. Et donc, je dois faire aussi avec le mieux. Mais il y a des choses qui peuvent pas être, sont non négociables, quoi. Donc oui, moi je pense que il y a du vrai, ça dépend beaucoup des usines avec qui tu travailles. Mais si c'est des usines chinoises, en tout cas, tu vas pas gueuler sur un Chinois à 3h du matin. Toi, c'est pas ton cas. Moi, j'ai choisi une usine en France. Voilà. Donc, principalement, c'est déjà pour avoir un contact local plus rapide. Je veux dire, s'il y a le moindre problème, en fait, je trouve ça plus simple, moi, de discuter avec quelqu'un au téléphone, qu'on se comprend en même langue, et puis c'est cool de bosser avec des gens au niveau local. Et puis, on a vu les ateliers, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même beaucoup de travail manuel. Tu es allé sur place aussi? Alors, j'ai pas moi été sur place, mais mon partenaire, oui. Et puis bon, voilà, moi j'ai l'occasion, mais je vais finir par y aller. C'est comme à Besançon, donc c'est pas juste à côté ici. Mais effectivement, c'est chouette de voir ça. On a cette impression quand même qu'on bosse avec des gens au niveau local, quoi. Travailler avec une usine chinoise, je vois que beaucoup de marques le font, mais c'est aussi, ils ont plus de volume, ils sont un peu plus rodés, ça leur permet de faire des économies d'échelle un peu plus, mais ça a d'autres désavantages, quoi. Voilà, simplement. Eh bien, tu m'as rassuré sur les micro-marques. Je te remercie déjà pour ça. Je pense que il va falloir vraiment se dire que tout n'est pas catégorisé. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai déjà entendu ton discours parfois, et je ne suis pas toujours d'accord avec, parce que aujourd'hui, si tu as envie de toi lancer une marque parce que tu as vraiment une idée, tu veux lancer quelque chose, tu vas être aussi limité, on va dire, avec tes moyens, tu vas devoir trouver des solutions, et tu seras... une micro-marque en fait. Une micro-marque, c'est juste une marque qui se lance et qui a beaucoup moins de moyens et qui produit vachement moins de pièces que... Si tu fais ici, tu vas la vendre a priori 500 €, c'est ça? Plus ou moins, oui, c'est ça. C'est pas définitif, mais je pense que ça sera ça. Mais je veux dire, parce que là, tu as fait des choix qui sont des choix difficiles, plutôt qu'il faut assumer, donc à Besançon. Oui.
Maintenant, si on voulait par exemple faire une montre typiquement pure chinoise, là tu aurais Je pourrais baisser le coût, effectivement, mais après, ça fait partie aussi du marketing parce que c'est pas juste. Il y a ce côté un petit peu marketing en disant ben voilà, nous on fait du local, ça me fait plaisir parce que je te donnais des points concrets qui font que je trouve que c'est plus facile finalement de communiquer avec des gens chez nous. Personnellement, je vois aussi ça comme un côté un peu marketing. C'est, ben voilà, on achète une montre un peu plus locale et puis tu sais très bien que nos grandes audiences sur nos chaînes, ben c'est souvent aussi la France tout simplement. Donc je pense qu'il y a énormément de clients là-dessus. Et c'est pas parce que tu produis quelque chose de moins cher que tu vas en vendre plus, quoi. Ou que tu vas en vendre moins. Ça n'a aucun sens. Donc c'est surtout finalement aujourd'hui les gens achètent parce que c'est une marque, c'est quelque chose qui, ça leur parle, c'est de l'émotion avant tout. Et je pense que ça joue un petit peu aussi là-dessus. Ce que je retire de notre échange ici, c'est que en fait, le terme micro-marque peut être galvaudé, mais en fait, c'est un terme un peu parapluie. En fait, il ne faut pas les mettre toutes dans le même sac. Oui, et puis surtout, il y a beaucoup de fausses micro-marques aujourd'hui. Oui. Par exemple, on voit beaucoup de petites marques, enfin on voit petites marques, mais en fait derrière c'est des grands groupes. Okay. Par exemple, je pense à Spinnaker avec EVH, ce genre de choses. Souvent, oui, ils ont pas mal de petites marques, enfin on a l'impression qu'elles sont assez confidentielles, mais en fait ils ont énormément de force de frappe derrière. Là, c'est difficile de les comparer, mais effectivement, une marque, par exemple, je ne sais pas à partir de quand est-ce qu'elle passe à ne plus être une micro-marque, mais plutôt une petite et moyenne entreprise classique. Je pense qu'il n'y a pas de règle à ce niveau-là, mais c'est souvent le lancement qui est dur. Et c'est là où, en fait, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on peut, quoi. Et en parlant de ton agenda, alors, le lancement, comment ça va se passer? Le lancement, pour l'instant, moi, je voulais le faire le plus vite possible, évidemment, mais j'attends d'abord le prochain prototype. Et si le prochain prototype n'est toujours pas bon, ou en tout cas qu'il manque quelque chose, qu'il y a des trucs à adapter, je vais encore repousser. Mais sinon, le but... Je t'avoue, moi j'aurais voulu que le Kickstarter soit en plein milieu de l'été, là, plus ou moins. Comme ça, si ça fonctionne bien, que les gens soient plus ou moins livrés pour la fin de l'année, ce serait génial. Ah, ce serait parfait. Ouais, franchement. Eh bien, merci Joao pour ton temps et de nous avoir éclairés. Et puis vous les copains, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut hein.